nous voici dans la suite logique de notre exploration. Vous avez compris la mécanique du capital risque, vous savez que ces investisseurs ne sont pas des mécènes, mais des chasseurs d'anomalies statistiques à la recherche du fameux x100. Imaginez la scène. Vous venez de signer, le champagne coule, il y a la photo officielle, tout sourire avec les investisseurs. Le virement arrive sur le compte de l'entreprise, 2 millions, 5 millions, peut-être 10 millions d'euros. À cet instant précis, vous ressentez une bouffée d'euphorie, un soulagement immense. Vous vous dites, ça y est, on est sauvé. On a les moyens de nos ambitions, plus rien ne peut nous arrêter. C'est un moment doux, profitez-en. Car ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, alors que les bulles de champagne pétillent, c'est que vous venez de signer un pacte. Un pacte qui va changer fondamentalement votre vie, votre rôle et le destin de votre entreprise. L'argent n'est jamais gratuit, jamais. S'il n'est pas un prêt que l'on rembourse avec des intérêts, alors il s'échange à quelque chose de bien plus précieux, bien plus intime. Dans cette vidéo, nous allons lire les petites lignes du contrat. Pas les clauses juridiques, mais les clauses psychologiques et stratégiques. Nous allons voir ce que vous cédez réellement en échange de ces millions. Nous allons parler de la perte de contrôle, de la pression infernale de l'hypercroissance, de l'obsession de la sortie. Et nous finirons par la réalité la plus brutale qui soit, le fait qu'en signant ce pacte, vous acceptez implicitement la possibilité d'être viré de votre propre entreprise. Accrochez-vous, nous entrons dans la zone de turbulence. 1. La perte de souveraineté, vous n'êtes plus le roi, vous êtes le président. La première contrepartie est mathématique, mais ses conséquences sont politiques, c'est la dilution. Quand un VC vous donne de l'argent, il achète des parts de votre société, disons 20% pour commencer. Vous vous dites, c'est bon, il me reste 80%, je suis toujours le patron. C'est vrai, au début. Mais rappelez-vous la mécanique du VC, il finance une fusée. Une fusée a besoin de plusieurs étages. Après la série A, le premier gros tour de table, il y aura la série B, puis la série C, puis la série D. À chaque étape, on remet de l'argent. À chaque étape, on émet de nouvelles actions. À chaque étape, votre part du gâteau diminue. Il est très fréquent qu'au moment de l'introduction en bourse ou de la vente finale, les fondateurs ne possèdent plus que 10% ou 15% de l'entreprise qu'ils ont créée. Mais la part financière n'est pas le plus grave. Le vrai sujet, c'est la gouvernance. Dès le premier gros investissement, une nouvelle entité fait irruption dans votre vie, le conseil d'administration, le board. Avant, vous preniez vos décisions sous la douche ou autour d'un café avec votre associé. On lance ce produit, allez, on fonce. On embauche cette personne, ok, c'est parti. C'est fini. Désormais, les grandes décisions stratégiques doivent être validées par le board. Et qui siège au board? Vous, vos associés et les représentants des investisseurs. Au début, ils sont minoritaires, ils sont gentils, ils donnent des conseils. Mais attention, les investisseurs ont souvent ce que l'on appelle des actions de préférence, preferred shares, assorties de droits de vote spécifiques et de droits de veto. Vous voulez changer le modèle économique? Il faut l'accord du board. Vous voulez augmenter votre salaire? Il faut l'accord du board. Vous voulez vendre une filiale? Il faut l'accord du board. Vous passez du statut de monarque absolu, le fondateur libre, au statut de président d'une démocratie parlementaire, où l'opposition est très riche et très puissante. Vous devez rendre des comptes. Chaque trimestre, vous devez présenter vos chiffres. Si les chiffres sont bons, le board est une formalité. Si les chiffres sont mauvais, le board devient un tribunal. 2. Le tapis roulant infernal. Croître ou mourir. La deuxième contrepartie du pacte, c'est le temps. En acceptant l'argent du VC, vous acceptez leur horloge. Et leur horloge tourne beaucoup plus vite que la vôtre. Rappelez-vous, le fonds a une durée de vie de 10 ans. Ils doivent rendre l'argent à leurs propres investisseurs, les LP. Cela signifie que dès que le virement arrive sur votre compte, un chronomètre se déclenche. Tic-tac, tic-tac. Vous avez 5 à 7 ans maximum pour multiplier la valeur de l'entreprise par 10 ou 100. C'est ce que j'appelle le piège du tapis roulant. Tant que vous êtes en bootstrapping, vous marchez à votre rythme. Vous voulez faire une pause, vous faites une pause. Vous voulez passer 1 an à peaufiner un produit sans grandir, vous avez le droit. Une fois que vous montez sur le tapis roulant du VC, quelqu'un appuie sur le bouton vitesse maximale et il casse le bouton arrêt. Vous ne pouvez plus ralentir. Pourquoi? Parce que la valorisation de votre entreprise, le prix que les investisseurs ont payé pour entrer, est basé sur des promesses de croissance future. Si vous arrêtez de grandir, même si vous êtes rentable, votre valorisation s'effondre. Vous devenez un zombie pour le VC. Cette pression change la culture de votre entreprise. Vous ne pouvez plus prendre le temps de former les gens patiemment, il faut recruter 50 personnes ce mois-ci. Vous ne pouvez plus passer 6 mois à refignoler un détail de design, il faut expédier, ship la nouvelle fonctionnalité pour faire monter les métriques. Vous ne pouvez plus vous soucier de chaque client individuellement, il faut passer à l'échelle industrielle. Le focus se déplace de la qualité vers la quantité.
de la rentabilité vers la vitesse. Beaucoup de fondateurs vivent cela comme une trahison de leur vision initiale. Ils voulaient construire le meilleur produit du monde et ils se retrouvent à gérer une machine à brûler du cash pour gonfler des courbes sur un fichier Excel. 3. L'obsession de la sortie, l'exit. C'est peut-être le point le plus mal compris par les primo-entrepreneurs. Quand un VC investit chez vous, son seul et unique but est de sortir. Il ne veut pas rester actionnaire de votre entreprise pendant 30 ans et toucher des dividendes. Ça ne l'intéresse pas. Son modèle économique est basé sur la plus-value à la revente. Il n'y a que 2 portes de sortie pour un VC. L'acquisition, M&A, votre entreprise est rachetée par un gros poisson, Google, Amazon, L'Oréal, une banque. 2. L'introduction en bourse, IPO. Votre entreprise devient publique et ses actions sont vendues sur le marché. Cela signifie que dès le jour 1, votre entreprise est à vendre. Elle est construite pour être vendue. Mais et si vous ne vouliez pas vendre? Et si au bout de 5 ans, vous étiez heureux? Vous avez une belle entreprise, vous gagnez bien votre vie, vous aimez votre équipe, vous avez envie de continuer l'aventure pendant 20 ans. Si vous avez des VC à votre capital, ce scénario est un conflit majeur. Eux doivent vendre pour récupérer leur mise et leur profit. Ils vont vous pousser, gentiment puis fermement, vers la sortie. Ils vont chercher des acquéreurs, ils vont vous mettre la pression. Allez, c'est une belle offre, tu vas pouvoir encaisser 20 millions et passer à autre chose. Et si vous refusez, c'est là que la gouvernance peut se retourner contre vous. Vous réalisez alors que vous n'avez pas construit une entreprise pour vous, pour vos enfants ou pour vos employés. Vous avez construit un produit financier pour des investisseurs. 4. La guillotine, quand le fondateur devient le problème. Nous arrivons maintenant à la partie la plus sombre du pacte, celle dont personne ne parle lors de la signature et des toasts au champagne. La réalité brutale est la suivante. Les compétences nécessaires pour démarrer une entreprise de 0 à 1 ne sont pas les mêmes que celles nécessaires pour la faire passer de 1 à 100 ou de 100 à 1000. Le fondateur est souvent un créatif, un peu pirate, un peu chaotique, passionné par le produit. Le CEO d'une entreprise en hypercroissance doit être un gestionnaire, un politique, un organisateur rigoureux. Parfois, le fondateur arrive à évoluer. Il apprend, il grandit avec sa boîte, comme Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. Mais souvent, il n'arrive pas. Il devient le goulot d'étranglement. Il gère mal les équipes, il rate ses prévisions. Dans une entreprise bootstrappée, ce n'est pas grave. Le fondateur reste le patron. Il apprend à son rythme. Dans une entreprise financée par des VC, ce n'est pas acceptable. Le tapis roulant ne peut pas attendre. Et c'est là que le conseil d'administration sort son arme. Il faut savoir qu'aux États-Unis et de plus en plus en Europe, le board a le pouvoir de révoquer le CEO. Même si le CEO est le fondateur, même s'il a eu l'idée, même si son nom est sur la porte. Le pacte de l'hypercroissance signifie que si vous n'êtes plus la meilleure personne pour piloter la fusée, on vous débarque et on met un pilote professionnel à votre place. Ce n'est pas de la fiction, c'est arrivé au plus grand. Étude de cas numéro 1, Steve Jobs, Apple. C'est l'histoire la plus célèbre. En 1985, Apple est en difficulté. Steve Jobs est visionnaire, mais il est aussi jugé instable, conflictuel et mauvais gestionnaire par le conseil d'administration. Les investisseurs et le board soutiennent John Sculley, un CEO professionnel venu de Pepsi, que Jobs avait lui-même recruté. Lors d'une réunion du conseil, le vote tombe. Steve Jobs est démis de ses fonctions opérationnelles. Il est viré de l'entreprise qu'il a fondée dans le garage de ses parents. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont jugé que la croissance et la stabilité de l'entreprise étaient plus importantes que l'ego de son créateur. L'histoire se termine bien puisqu'il reviendra 12 ans plus tard, mais le traumatisme fut réel. Étude de cas numéro 2, Travis Kalanick, Uber. Nous avançons dans le temps, 2017. Uber est un géant mondial, mais l'entreprise est dans la tourmente. Scandale de harcèlement sexuel, culture toxique, bataille juridique, tromperie des régulateurs. Travis Kalanick, le fondateur, a insufflé cette culture agressive qui a permis à Uber de gagner, mais qui menace maintenant de la détruire. Les principaux investisseurs, menés par le fonds Benchmark Capital, décident que Travis est devenu un passif pour l'entreprise. Ils craignent que la valeur d'Uber ne s'effondre s'il reste aux commandes. Ils écrivent une lettre, « Moving Uber Forward », faire avancer Uber. En réalité, c'est un ultimatum. Ils exigent sa démission immédiate. Kalanick, qui pensait contrôler sa boîte, réalise qu'il a perdu le soutien de ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Il est forcé de démissionner. Il est éjecté de son siège de CEO, remplacé par Dara Khosrowshahi, un gestionnaire calme et consensuel, chargé de préparer l'entrée en bourse. Étude de cas numéro 3, Rob Kalin, Etsy. Etsy, c'est cette magnifique place de marché pour l'artisanat et le fait main. Rob Kalin, son fondateur, était un idéaliste. Il voulait réinventer l'économie, donner le pouvoir aux petits créateurs. Il se fichait un peu de la maximisation des profits à tout prix. Il parlait de valeurs, de communauté.
Mais Etsy avait levé beaucoup d'argent auprès de VC, dont Union Square Ventures et Accel. Pour les investisseurs, la vision poétique de Rob Kalin freinait la croissance. Il voulait que Etsy devienne un géant de e-commerce, pas une coopérative d'artistes. Rob Kalin a été débarqué, non pas une fois, mais 2 fois, remplacé par Jad Dickerson, qui a transformé Etsy dans une machine de guerre capitaliste, augmentant les frais pour les vendeurs, autorisant la fabrication industrielle et menant l'entreprise à une introduction en bourse réussie. Les investisseurs ont gagné. La vision originale du fondateur a perdu. Voilà, c'est ça le pacte. Je ne vous raconte pas ces histoires pour vous faire peur, ni pour vous dire que le capital risque est le mal. Le capital risque a permis la naissance d'Apple, de Google, de Uber, de Etsy. Sans ces fonds, ces services n'existeraient pas sous cette forme. Je vous raconte ça pour que vous soyez lucide. Quand vous signez une term sheet, le contrat d'investissement, vous ne prenez pas juste de l'argent. Vous acceptez de monter dans une fusée. Vous acceptez de partager le volant. Vous acceptez que la destination, la sortie, est non négociable. Et vous acceptez le risque d'être éjecté du cockpit en plein vol si vous ne tenez pas le manche assez fermement. Pour certains entrepreneurs, ceux qui ont l'ambition de conquérir le monde et qui ont l'âme de compétiteurs impitoyables, c'est un pacte acceptable. C'est le prix de la gloire. Mais pour beaucoup d'autres, c'est un piège doré qui finit par détruire le plaisir d'entreprendre. Alors existe-t-il un juste milieu ? Est-on obligé de choisir entre rester petit dans son garage et vendre son âme au diable ? Heureusement, oui. Le monde du financement n'est pas binaire. Entre le bootstrapping pur et dur et le VC impitoyable, il existe un spectre d'alternatives. Des investisseurs plus patients, des méthodes plus douces. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine vidéo. L'éventail des alternatives et l'illusion que lever des fonds est la seule définition du succès.